n'allons pas faire comme ce que j'ai vu depuis hier, à lire pratiquement la biographie de chaque panéliste. Nous allons commencer d'abord par dire que tout le monde connaît le professeur. Le professeur est un très grand chercheur. Il a passé plus de 20 ans dans la recherche. Il nous a beaucoup aidé, surtout sur le VIH. Et en plus de cela, il a produit pratiquement plus de 250 articles et il a contribué à la formation de tellement de cadres qui nous accompagnent aujourd'hui. Je me limite là parce que je pourrais continuer, mais je pense que ce n'est pas là l'objectif de notre session. Cette session, elle est certainement très importante de mon point de vue. Nous devons tirer les leçons du passé et c'est clair que nous avons passé des années à nous battre contre les maladies transmissibles et nous avons rencontré des difficultés énormes, mais il faut prendre le temps, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir faire le point et tirer les leçons de ce passé. Et je pense que ce sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui nous a interpellés aussi dans le passé. L'accès aux produits, aux médicaments de qualité abordables pour nos populations les plus démunies est une question de fond. Vous pouvez vous battre, mais l'équité, si elle n'est pas au centre de nos préoccupations, si une plus grande justice sociale, s'il n'y a pas une meilleure redistribution des opportunités de la science, on n'arrivera pas à progresser. Donc, je ne voudrais pas m'étendre, je voudrais tout simplement, avec ta permission, ensuite je laisserai la parole pour introduire un peu. Aujourd'hui, moi, je voudrais plutôt changer un petit peu le paradigme de l'approche et dire que ce qui est très important, c'est bien sûr de se poser la question sur ces maladies non transmissibles en général et sur le continent. Et c'est vrai que depuis ce matin, depuis hier, j'entends énormément de messages importants, surtout des messages qui insistent sur le fait que nous n'avons pas une connaissance précise de comment ces maladies vont évoluer dans le futur immédiat, mais nous savons quand même, avec les données que nous avons, qu'on va aller, particulièrement en Afrique, vers une urbanisation très rapide. Et cette urbanisation rapide, elle s'imposera à nous. On pense que dans les années 2050, on aura plus de 60% de nos populations qui vont vivre dans les grandes villes. Et ces métropoles constituent, qu'on le veuille oui ou non, des pôles de transformation énormes. Et quand je dis de transformation, on assiste à cela déjà. Nos jeunes, probablement, en tout cas, moi, peut-être en tant que petit peul, c'était de marcher, 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 marcher. Ce n'était pas de conduire le bétail par-ci, par-là, mais ce n'était pas d'être un sédentaire dans un bureau, d'être assis et de ne plus bouger pendant 8 heures de temps. Et malheureusement, ces villes vont imposer quelque part cette forme de sédentarisation. Ces villes vont nous imposer des formes de nutrition nouvelles, des formes d'alimentation nouvelles. Et souvent, ce sont des produits transformés avec des risques énormes et qui vont certainement conduire à une augmentation, je dirais même exponentielle, en termes de maladies cardiovasculaires, en termes de certainement de diabète, de cancer, et toutes ces maladies non transmissibles que nous avons. Mais il ne faut pas oublier que ces maladies non transmissibles vont aussi nous interpeller sur tout le modèle, en tout cas, d'approche en termes de santé en général. Nous n'allons plus parler nécessairement que de la maladie, nous allons être obligés de parler certainement de la santé au sens propre du terme, en pensant à la nutrition, aux questions d'environnement, certainement d'assainissement, le sport, tabagisme, l'alcoolisme, toutes ces questions
qui vont être au centre de nos préoccupations si on ne veut pas se retrouver avec des hôpitaux complètement surchargés et incapables de prendre en charge ces pathologies qui coûteront très cher et qui sont généralement des pathologies qu'on devra traiter à vie. Donc, dans le cas, en tout cas, des maladies cardiovasculaires et d'autres types de maladies. Donc, je ne voulais pas trop m'étendre, en plus du double fardeau qu'on aura, maladies infectieuses, maladies. Aujourd'hui, on a des panélistes de très haut niveau et je voulais tout simplement dire quelques mots concernant le sujet et passer la parole à mon grand cher ami Suleiman Bouk pour certainement introduire d'autres aspects de la question. Rester au niveau un peu plus global. Merci, mon cher frère Michel. Michel est quelqu'un qu'on ne présente plus de par ses nombreuses occupations sur le plan mondial, sur le plan de son pays, sur le plan africain. Donc, il a voulu laisser le message qu'on soit le plus court possible sur les présentations. Donc, je respecte cet engagement. Par rapport au thème d'aujourd'hui, pour être très bref, je crois que cette conférence peut-être est venue au moment opportun, dans la mesure où pendant des années, nous avons, nous tous, vraiment donné la priorité aux maladies infectieuses de par leur situation et de par toutes les conséquences. Mais c'est au cours justement de l'évolution de ces maladies, d'une de ces maladies infectieuses et le VIH-Sida, qu'on s'est rendu compte qu'on arrivait à faire énormément de progrès dans le traitement, mais en conséquence, c'est que c'était de voir l'émergence de ces maladies non transmissibles. Et je crois que ça a été un déclic où on a commencé à mieux s'intéresser vraiment à cette maladie non transmissible. Et maintenant, je crois que c'est devenu une réalité. J'ai un ami qui me dit, moi j'ai 40 ans, moi j'en ai pas 40 ans, j'en ai 70 mais je vois que tous mes amis commencent à prendre des médicaments tous les jours pour traiter des maladies chroniques, des maladies non transmissibles. Donc, c'est devenu vraiment une réalité pour chacun d'entre nous. Mais nous devons faire des progrès et pour vraiment ce qui est la thématique d'aujourd'hui, c'est que il faudra prendre en charge ces maladies non transmissibles. Et sur plusieurs aspects, mais sur l'aspect surtout de leur traitement médicamenteux, avec des médicaments de qualité. Et c'est surtout le thème de cette session, c'est de voir comment on peut avoir un accès beaucoup plus étendu, beaucoup plus large à ces médicaments, mais également à des médicaments de qualité. Voilà ce que je voulais dire en termes d'introduction. Merci, Suleiman. Je pense qu'on se complète très bien. On n'a pas eu le temps de se parler avant, mais je voudrais tout simplement demander à chaque panéliste de prendre 1 minute pour se présenter au lieu de lire votre biographie. Si on peut commencer par Fatou. Voilà, merci beaucoup. Je suis Madame Deme, docteur Fatou Ndiaye, la directrice générale de la CNPNA, c'est-à-dire la PNA a migré vers le nom de CNPNA depuis le changement de statut. Je suis pharmacien, je suis au niveau de la CNPNA depuis le mois de novembre 2022. Merci. Bonjour, je suis Denis Brun. Moi, je suis médecin. J'ai été longuement dans les organisations internationales, à m'occuper beaucoup des questions de médicaments à la Banque mondiale, à l'OMS, à ONU-SIDA, où j'ai eu l'honneur de travailler directement sous les ordres de Michel, et puis à United. Je suis depuis une dizaine d'années conseiller pour des entreprises de médicaments génériques indiennes. Good afternoon, everyone. I'll speak in English. My name is Paul Alvani. I'm the founder and executive director of Empower School of Health, Geneva. Prior to that, I was heading the Global Funds division on procurement and supply chain.
and before that, access to medicines in WHO. Thank you. Bonjour, je m'appelle Faustin Moukena. Je suis le président directeur général de Africa Resource Center, qui est une ONG en charge de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé. Nous opérons dans 12 pays où nous avons des présences physiques et nous avons des bureaux dans 3 pays sur le continent, ici à Dakar, à Nairobi et à Johannesburg. Je suis un directeur général de formation et avant cette mission, j'ai travaillé dans les produits de grande consommation pour plusieurs dizaines d'années pour des grandes entreprises multinationales. Merci. Ça confirme ce que mon frère Michel disait. Au début, nous avons vraiment des panélistes de très, très grande facture et on peut s'attendre à vraiment à ce que cette session soit une session qui nous apprenne beaucoup. Mais je vais tricher un peu et en profiter pour exprimer vraiment ma satisfaction dans l'organisation de ce forum galien. Je l'ai suivi depuis le départ et je vois des progrès énormes chaque année et à chaque organisation. Et je voudrais vraiment féliciter, sans trop retarder, les détails. Je participe à énormément de conférences, mais j'ai rarement vu des conférences qui soient aussi bien organisées, aussi strictes. Et je voudrais vraiment féliciter professeur Awa Kolsek, mais féliciter également ses collaborateurs et ses collaboratrices, je devrais dire, qui ne nous ont pas laissé un moment de sommeil pour que vraiment tout se passe dans les meilleures conditions. Voilà ce que j'ai dit en trichant un petit peu. Je pense qu'il n'a pas triché, il a juste donné l'opportunité à notre jeune frère Sal d'être avec nous au bon moment. Je crois que Sal, on n'attendait que toi pour que tu puisses te présenter. Et ensuite, je vais demander à, je ne sais pas si Maryse est en ligne, mais sinon, on va lui demander de se présenter. Bonjour, je m'appelle Amadou Sall, je suis virologue de formation et je dirige l'Institut Pasteur de Dakar. Maryse, je ne sais pas si vous êtes en ligne. Oui, bonjour, professeur. Bonjour, Maryse. Comment allez-vous? Bonjour à tous. À part que vous nous manquez ici. J'aurais vraiment aimé être avec vous, mais malheureusement, j'ai des contraintes qui m'obligent à être à Ouagadougou. Mais je tenais à participer à cette session. Donc, je suis docteur Anne-Maryse Kaboré. Je suis pharmacienne, actuellement directrice générale de la CAMEG du Burkina Faso, qui est la centrale d'achat, et aussi présidente du conseil d'administration de l'ACAM, qui est l'association des centrales d'achat regroupant à peu près 22 pays. Avant cela, j'ai eu la chance de faire mes armes dans les firmes pharmaceutiques du secteur privé à différents niveaux et je serais ravie de pouvoir en tout cas aborder ce forum avec les deux casquettes privées et publiques. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on ne va pas perdre du temps, Denis. Nous, on va commencer tout de suite avec vous. Je voudrais vraiment te provoquer. Comme tu le sais, Denis, on a un problème très sérieux. Ce n'est pas seulement le problème de la réglementation, mais le problème de la fabrication de médicaments sur le continent est un problème très sérieux. Depuis des années, on en a parlé, on a provoqué les leaders politiques de ce continent, on a voulu se positionner pour au moins permettre que le continent puisse produire ses vaccins, le continent puisse produire ses médicaments. Et on a vu la crise avec la COVID, combien c'était triste de constater que lorsque les pays développés avaient 70% de couverture, nous, on se battait pour avoir à peine 6 à 7% de couverture en matière de vaccination. On sait qu'on produit moins de 7% à 6% des vaccins que nous consommons jusqu'à présent. On produit moins de 2% des vaccins que nous consommons et pourtant, on représente 25% du poids de la maladie mondiale. Donc, j'aimerais vraiment t'interpeller.
quelle est ta lecture? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous parlons aujourd'hui, le professeur le disait, les gens se réveillent chaque matin en prenant une pilule. Et comme je le mentionnais, si nous avons des villes qui vont représenter pratiquement 70% de nos populations et qui vont vivre sous stress, qui vont vivre, il était tout de suite incapable d'être avec nous parce qu'il était quelque part, soi-disant, dans un trafic impossible. Et si ces personnes doivent consommer différemment, ces personnes doivent avoir accès à une pollution de l'air insupportable, que faire? Michel, répondre en 5 minutes à une telle question, ça me paraît une gageure. Écoute, je vais d'abord évacuer le problème du vaccin parce qu'Amadou est beaucoup mieux placé que moi et je n'en parlerai même pas. J'aurais vraiment honte de parler devant lui. La question n'est pas tant de mon côté, en tout cas, de savoir est-ce qu'il est bien que les gens mangent des médicaments tous les matins. Et d'ailleurs, doit-on appeler non transmissibles des maladies qui se transmettent par le stress, par la pollution, par le tabac, etc. Enfin, je pense que c'est un petit peu une expression un peu maladroite. Mais la question que tu poses, en fait, je crois, au fond, c'est qu'est-ce qui manque pour qu'il y ait une industrie pharmaceutique solide en Afrique? Et qu'est-ce que ce qu'on appelle la production locale régionale? Et comment le faire mieux, hein? Je pourrais dire en quelques secondes pourquoi le développement a été si lent, hein? Parce qu'il y avait des marchés qui étaient cloisonnés, qui étaient petits, parce qu'il y avait des normes de médicaments qui n'étaient pas coordonnées, parce qu'il y avait des législations, des fiscalisations qui étaient très différentes, parce qu'il y avait des coûts de production élevés, etc. Il y a eu des progrès qui ont été faits. C'est pour ça qu'on peut maintenant parler d'un essor possible de la fabrication locale. On voit qu'il y a une meilleure harmonisation. Il y a des marchés qui se sont faits. Il y a un marché d'Afrique de l'Ouest, il y a un marché d'Afrique de l'Est. Il commence à y avoir des marchés suffisamment importants pour qu'on ait envie de créer des entreprises d'une certaine taille. Il y a une certaine coordination réglementaire et c'est avant tout grâce aux efforts de Michel, hein, pour l'Agence africaine du médicament qui a bien du mal à se mettre pratiquement en route, mais sur lequel il n'y a pas d'obstacle politique qui reste. Donc, il y a également un aspect d'accès au capital. Ça coûte de l'argent de créer de la fabrication, hein, des usines. L'accès au capital est bien meilleur maintenant en Afrique qu'il n'était il y a 10 ans, hein. On a beaucoup plus de possibilités de crédit, beaucoup plus de possibilités de venture capital. Donc, cette question se pose moins. Moi, ce que je vois comme un des problèmes les plus sérieux et les plus difficiles, c'est la ressource humaine. Il faut de la ressource humaine en quantité et de grande qualité. Et quand on dit en quantité, c'est-à-dire qu'il faut former plus de gens qu'il n'y a de postes, hein. Les gens changent, bougent, vont à l'étranger, ont des accidents. Il faut vraiment avoir une grosse production de gens de très haute qualité. On n'a pas de personnel de production, de personnel de contrôle de qualité, de personnel d'inspection en quantité suffisante. Et je donnais parfois cette anecdote que j'ai eue parce que je me suis occupé du médicament générique en Inde, mais également en Afrique, hein. Et il y a eu dans 2 entreprises, une en Inde, une au Kenya, le recrutement d'un directeur adjoint de contrôle de qualité. En Inde, quand ils ont passé l'annonce, ils ont eu 200 candidats et on a eu un excellent directeur adjoint de qualité recruté. Au Kenya, il y a eu 2 candidats, ils n'étaient pas qualifiés et pour finir, pour remplir le poste, ils ont débauché quelqu'un d'une autre entreprise locale qui s'est également retrouvé dans la difficulté. Et pour le débaucher, il a fallu le payer plus cher que l'Indien. Donc, on se retrouve avec un problème Pardon. On a donc un problème de ressources humaines sur lequel il faut se pencher beaucoup plus qu'on ne le fait actuellement. Je vois ça comme étant le principal point de difficulté pour une fabrication locale de qualité. Il reste cependant une chose en matière d'harmonisation. Quand vous fabriquez en Afrique aux normes européennes de qualité, c'est-à-dire des médicaments qui peuvent être préqualifiés par l'OMS, par exemple, vous avez un coût beaucoup plus élevé que ceux qui fabriquent à des normes qui sont inférieures. Et donc, une entreprise qui produit des médicaments de qualité n'est plus compétitive sur son marché.
et je regarde des compagnies comme QCL en Ouganda, UCL au Kenya, ce sont des entreprises qui ne survivent que parce qu'il y a des appels d'offres du Fonds mondial ou de USAID, etc., où elles peuvent entrer en compétition avec des produits de haute qualité. Sur leur marché local, leurs antipaludéens ou leurs anti-inflammatoires ne sont pas compétitifs parce que comme ils sont fabriqués à des normes élevées, ils sont trop chers. Donc, tant qu'on n'aura pas non plus cette harmonisation des normes de qualité, ça sera difficile d'avoir une fabrication locale qui soit fiable et avec une magnitude en termes de population équivalente à celle de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces expériences et qui pourrait nous permettre d'aller un peu plus vite chez nous? Parce que c'est vrai, la formation est indispensable. L'africanisation de la recherche et du développement, j'insiste énormément sur ces questions-là. Bien sûr que la question de la réglementation, comme tu viens de le mentionner, on a plus de 42 pays donc avec des autorités nationales qui n'ont même pas atteint encore le niveau de maturité 2, donc 44 pays. Donc, ça veut dire que même si vous produisez aujourd'hui au Sénégal, vous ne pourrez pas vendre en dehors du Sénégal. Vous allez avoir ce blocage-là parce que tout simplement, on va vous dire non. Et même si vous produisez du vaccin, on va vous dire que vous n'êtes pas capable même à la limite de le produire parce que vous n'avez pas atteint ces normes dont tu parles. Non. À part, c'est juste interpeller sur cela parce que c'est important de c'est difficile de répondre de façon bien diplomatique, hein. Il y a une chose que les Indiens ont fait, que les Chinois ont fait aussi, c'est de dire merde au reste du monde et en particulier aux multinationales et aux influences qu'ils ont eues là-dessus, hein. Pourquoi l'industrie indienne a décollé? C'est en 72 quand il y a eu la déclaration Hati qui a fait que les brevets pharmaceutiques n'étaient plus acceptés en Inde. Donc, l'Inde ne reconnaissait que les brevets sur les méthodes de fabrication, les brevets de process, mais plus les brevets de produits. Ce qui fait que les industries locales se sont mis à imiter les produits innovants sans la moindre contrainte. Et en même temps, le gouvernement a poussé sur le plan de l'éducation et en particulier la création de tout ce qu'on appelait les Indian Institute of Technology, hein, qui ont créé une quantité énorme d'ingénieurs, chimistes, biochimistes, biotechno, etc., qui ont fait que maintenant l'Inde est capable de recruter qui elle veut localement et d'ailleurs même d'exporter de la main-d'œuvre en Amérique, en Europe. Les Chinois ont fait pareil. Les Chinois ont commencé à reconnaître ces brevets, etc., au moment où ils ont rejoint l'OMC, c'est-à-dire quand ils avaient déjà largement décollé, hein. Et ils n'ont pas accepté le diktat des multinationales ou des pays occidentaux. Et je crois que c'est une évolution qui serait utile également en Afrique, mais pas de la même façon. Il y a une différence entre ce que les Indiens ont fait il y a 50 ans, les Chinois il y a 25-30 ans, et ce que l'Afrique peut faire aujourd'hui. J'espère qu'Amadou pourra dire à quel point l'important pour lui, c'est de pouvoir exporter directement bien au-delà du Sénégal ou bien au-delà de l'Afrique. Et donc, c'est une forme de progression qui va être différente de ce qu'ont fait ces autres pays, mais il faut apprendre de leur expérience. Je pense que Merci beaucoup, Michel. Et encore une fois, toutes mes excuses pour le retard. Revenons à ta question concernant l'industrialisation à large échelle qu'ont connu ces pays. Je pense qu'au-delà des points que Denis a de façon très éloquente proposés, je pense qu'il y a 3 facteurs, à mon avis, qui peuvent réellement changer les choses, et particulièrement dans les pays comme les nôtres. Je pense qu'il y a un premier facteur qui est un facteur de technologie. La façon dont on produit maintenant est très différente de comme ça se faisait il y a 30 ou 40 ou 50 ans. Aujourd'hui, dans un espace comme celui-là, on peut, avec les technologies qui existent, produire 200 millions de doses de vaccins. C'est largement faisable.
ce qui n'existait pas. Ça veut dire que du point de vue du capital investissement initial et du point de vue des rendements, de ce qu'on peut faire, il y a une réelle opportunité pour les pays comme les nôtres. Et ça, je pense que non seulement ça peut permettre d'aller à une large échelle, mais ça peut permettre aussi de gagner du temps, ce que les anglophones appellent leapfrogging, aller sur un saut du point de vue technologique par rapport à ce qui existe. Et c'est là où je pense, si on veut faire de l'industrialisation à large échelle pour les problèmes qui sont les nôtres, il y a une première opportunité. La deuxième chose que je voudrais rajouter par rapport à ce que disait Denis, et je pense qu'il y a un effet naturel écosystème. Aujourd'hui, beaucoup de ces pays ont réussi parce qu'ils n'ont pas seulement que des écoles. Certains n'ont pas que des industries. Ils ont des écoles, des industries, à côté d'une réglementation qui tient la route, d'un gouvernement qui apporte une volonté politique et des financiers qui vont prendre des risques. Construire cet écosystème est pour moi un des gros leviers pour aller sur de la production de masse en termes d'industrie. Je dis toujours à mes collègues, je ne pense pas que les gens qui sont dans la Silicon Valley sont plus intelligents que les gens qu'on voit ici. Mais j'ai vu faire des gens qui vont investir 12 millions de dollars parce qu'on leur a présenté 2 pages sur une idée qu'ils pensent intéressante. Et ici, très peu de gens, je pense, vont mettre l'équivalent de 12 millions de dollars sur une idée que leur présente un jeune étudiant sorti d'école. Et donc, cet effet écosystème où on a les différents paramètres qui jouent ensemble et font une synergie, ça veut dire qu'on arrive à un résultat plus important que la somme des différentes entités. Et aussi, il me paraît un facteur important. Maintenant, le troisième élément qui, je trouve, peut aider dans une industrialisation de masse pour résoudre nos problèmes, tient un peu à ce que j'appellerais un peu le marché. Aujourd'hui, quand on regarde l'importance que prennent des maladies comme les maladies non transmissibles, elles vont devenir à l'horizon 2030 plus importantes que ce que nous avons aujourd'hui qui sont les maladies infectieuses. Ça veut dire qu'en termes de potentiel, c'est quelque chose d'extrêmement monstrueux. Et là où il y a un marché, il y a nécessairement des gens qui vont vouloir vendre. Et c'est là où je voudrais mettre 2 nuances qui me paraissent importantes. On n'a pas besoin d'une industrie qui est là que pour faire de l'argent. C'est viable dans d'autres pays, ça ne le sera pas dans les nôtres, parce que le coût est important, nos populations sont ce qu'elles sont en termes d'accès, et on a besoin qu'ils soient en bonne santé pour développer. Donc, avoir une industrie qui va faire un modèle économique qui s'adresse à ce marché en s'intéressant à des maladies qui peut-être ne sont pas des maladies qui intéressent tout le monde, mais qui ont un poids important, me paraît quelque chose d'extrêmement important. Si vous prenez aujourd'hui quelque chose comme le drépanocytose, comme le diabète, comme l'hypertension, ils sont en train de poser un énorme problème dans nos pays. Quand on voit le problème qui se pose avec les problèmes de reins et tout ce qui est dialyse dans notre pays, c'est des systèmes qui sont capables de vraiment mener à la faillite un système de santé. Et donc, dans cette perspective, s'adresser à ce marché, entre guillemets, doit avoir une approche qui est autant politique que qui est spécifique à notre système local et qui doit être réfléchie dans un contexte d'industrialisation massive. Et la deuxième nuance que je voudrais apporter concerne le fait qu'il y a tout un écosystème là mondial qui pousse pour de l'équité en matière de vaccins, en matière de traitement, en matière de diagnostic, qui, je pense, a compris avec la COVID que les maladies non transmissibles peuvent devenir un facteur de sévérité et de gravité qui vont s'ajouter à des épidémies dans une synergie et donner des syndémies, et que ce système est aujourd'hui ouvert relativement à supporter une industrie aussi longtemps qu'elle sera de qualité, abordable et qui résout les problèmes. Récemment, je lisais l'initiative que Gavi est en train de mener, où ils sont prêts à inciter jusqu'à 250 millions de dollars sur 10 ans à des producteurs de vaccins qui vont s'attaquer à des marchés comme les nôtres. Donc, je pense que c'est vraiment les 3 commentaires que je voulais faire pour favoriser une industrialisation massive qui apprend des leçons que nos aînés dans ce domaine, si je peux dire, la Chine, l'Inde, etc., mais aussi de trouver les opportunités qu'on a actuellement sur le plan technologique pour aller plus vite. Merci. Merci, Amadou. Docteur Lavani, je sais que vous vous occupez de
Empowers et que Empowers s'occupe particulièrement du renforcement des femmes. Comment vous voyez la possibilité de ce renforcement et surtout son impact par rapport au sujet que nous discutons aujourd'hui? Do you understand? I'm waiting for the translation to come through. So the focus on empowering women in the area of public health. So as I mentioned earlier, Empower School of Health focuses on building capacity. And what we bring that is unique is we bring digital transformation when we talk about capacity building. And if you look at, and we've been doing this for the last 10 years, when we first started doing these large-scale trainings, 80% of the workforce, which are women, were receiving about 20% of the training, the exact inverse. So majority of the health workforce are women, but they were getting very little capacity building, upskilling training. And the reason for that was most of them are in the periphery. They're in districts, they're in provinces, they're in rural areas. They didn't have the funding, nor did they have the time. They were overwhelmed. Because in most cases, if you look at the workload that they have, and WHO data supports that, on average, there's about a 50% vacancy rate, which means each person has to work twice as hard just to make up for the lost person that's not there. And if that individual is not trained effectively, you're performing at less than your existing capacity. What we've noticed over the last 10 years as we've rolled out more of digital capacity building where people do not have to travel, content is available online to them. It's available on demand as needed, when they need it in front of patients. It can be customized to the language, and it can be customized based on their level of education. Many of the frontline workers, many of the nurses have anywhere from 1 to 2 years of education compared to, let's say, a doctor or a PhD or a pharmacist who would have anywhere from 10 to 12 years of experience or education. What we see now is about 1/3 of all the people being trained and learning are women. What's even more interesting is they tend to complete their training more quickly, and there are fewer dropouts compared with men in general. So they're more committed. And that's really exciting to see. So we've gone from 20% women, and we're talking about a sample set. We've trained more than 250,000 people across 100 countries. So it's quite wide. It's not African continent specific. It's a broad data. To now about 33% women. We are still not quite where we would like to be, given that 80% of the health workforce are women. But that's the direction. There is hope that moving in that direction, we can continue to reinforce and strengthen women's capacity in the health sector. Thank you. Je crois que c'est très convaincant et félicitations pour les progrès faits. Mais comment pensez-vous que est-ce qu'il y a une possibilité de permettre une meilleure amélioration de l'accès aux soins de manière générale, si vous avez une idée par rapport à ça? So when we talk about access to medicines, the areas that, if you look at the access framework, whether it's for non-communicable diseases or otherwise, you're looking at 5 key components usually. Is the product available? Is it affordable? Is it acceptable? Does it have the right quality? And is it used rationally or appropriately? So there's 5 verticals, 5 factors. And within those 5 verticals, 5 variables, you have to look at it from a global,
national, and a point of care point of view. So available, affordable, acceptable, quality and rational use, global, national, and point of care. So using a framework like that will help identify where the gaps are. And from those gaps, you can then look at the root cause analysis to look for solutions, whether it's for NCDs or communicable disease products, devices, diagnostics, or vaccines. And we've applied this approach when I was at WHO and at Global Fund to help improve the necessary access. The work we're doing now is focused on the sixth pillar of any health system, which is human resources for health. So our focus now is really cutting across those areas and making sure that we're building capacity to be able to improve access. Si. I want to just non, je pense que maintenant qu'on parle en anglais, je vais passer en français. Maryse, je ne sais pas si tu es toujours avec nous. Oui, absolument, je suis là. Ah, très bien. Donc, moi, je voudrais vraiment que vous puissiez utiliser votre expérience présente, surtout aussi l'expérience passée que vous avez eue dans le domaine des pharmacies, pour nous dire, selon votre point de vue, quelle place devraient occuper les laboratoires pharmaceutiques dans la stratégie de lutte contre ces maladies non transmissibles? Quel est votre point de vue? Qu'est-ce que vous pensez? Quelle pourrait être la place de la pharmacie, des laboratoires pharmaceutiques en général? Merci beaucoup, Dr. Sidibé. Les laboratoires pharmaceutiques jouent un rôle, pour moi, en tout cas crucial dans la stratégie de lutte contre les maladies non transmissibles, appelées aussi maladies chroniques. Ce sont notamment pour les affections telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer, les maladies respiratoires. La place des laboratoires pharmaceutiques va d'abord et avant tout être au niveau de la recherche et du développement de ces médicaments-là. Si on n'a pas de recherche et développement avec ces pathologies qui sont chroniques et à vie, on ne va pas pouvoir les traiter de la meilleure manière. On voit que jusqu'à présent, on continue à avoir des découvertes de traitements contre le cancer, contre les maladies cardiaques, contre le diabète et qui permettent une meilleure prise en charge et une facilité pour les patients. Donc, il est absolument primordial que les laboratoires pharmaceutiques continuent à travailler à cette recherche et développement, à l'innovation technologique de certains produits qui existent déjà, mais qui vont pouvoir avoir une galénique un peu meilleure ou des avancées qui permettent en tout cas de faciliter la vie de ces patients qui vont devoir prendre ces produits, on va dire, pour toute leur vie jusqu'à leur mort. L'accès aux médicaments, les laboratoires pharmaceutiques y travaillent aussi. C'est des choses peut-être qui pourraient être encore renforcées, mais beaucoup de laboratoires pharmaceutiques travaillent et ont un accès aux médicaments. Par exemple, quand je travaillais pour Sanofi, il y avait un programme particulier qui avait été mis en place pour l'éducation, la sensibilisation, l'accessibilité financière de ce produit-là à travers un projet qu'on avait appelé l'AMFM, qui avait fait en sorte que le produit puisse être accessible à moins de $1 dans tous les pays en Afrique. Donc, en effet, je pense qu'il y a un vrai rôle des laboratoires pharmaceutiques sur ce sujet-là. Et il pourrait y en avoir encore plus avec une collaboration un peu plus engagée avec les parties prenantes, que les laboratoires pharmaceutiques puissent collaborer davantage avec les organisations de santé, les gouvernements, pour élaborer des luttes et des stratégies, on va dire, qui permettent de mettre tout le monde au même pied d'égalité. Parce que malheureusement, on trouve ces avancées thérapeutiques et ces nouveaux médicaments, surtout au niveau des pays développés, malheureusement, on peut avoir des médicaments très innovants, mais si on n'arrive pas à avoir accès à ces médicaments, ça devient un peu compliqué. Et les centrales d'achat dans les pays essaient d'avoir accès à ces médicaments, mais c'est vrai que c'est souvent un sujet assez difficile en termes normalement de coût et même de disponibilité du médicament dans nos pays. Merci. Docteur Fatou Ndiaye Deme,
voilà, qu'on se retrouve après plusieurs années. Je vous félicite pour la position que vous occupez, mais cela va me permettre de vous challenger. À ce poste-là, vous y êtes parvenu et il y a eu pas mal de changements. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le changement de statut de l'institution que vous dirigez, des changements qui sont apportés pour contribuer à l'accès à de meilleurs médicaments de qualité pour lutter contre, en général, mais surtout pour les maladies non transmissibles? Voilà, merci, professeur. Tout l'honneur aussi est pour moi de vous retrouver, puisque nous, en tant que Sénégalais, vous êtes un modèle. Vous êtes aussi une fierté. J'en dirais autant de mon petit frère, le professeur Amadou. Donc, c'est encore un plaisir de retrouver ce qu'on a eu à rencontrer à l'occasion de forums en dehors du Sénégal. Voilà, effectivement, professeur, nous avons eu un changement majeur dans la politique pharmaceutique nationale, si je peux l'exprimer ainsi. C'est-à-dire, c'était des réflexions à savoir qu'est-ce qui pourrait être apporté à la structure publique qui gère les médicaments pour qu'elle soit plus renforcée globalement. C'est sur cette idée que l'autorité a eu à mettre en place, bien à faire un décret qui change la PNA en CNPNA, qui est devenue une structure, un établissement public à caractère industriel et commercial. Et ceci peut faire penser à deux innovations majeures, que sont le renforcement de l'autonomie financière de gestion de l'établissement, ce qui va contribuer fortement à l'amélioration de la disponibilité et à l'accessibilité géographique des médicaments. Et quand on dit médicaments, je pense que les médicaments pour la lutte contre les MTN sont aussi ont une grande place, puisque constituant plus de 25% de notre chiffre d'affaires. L'autre innovation majeure aussi, c'est la forte contribution attendue de la CNPNA pour la politique de souveraineté pharmaceutique qui est attendue et qui a certainement été débattue ici même par rapport au faible pourcentage. Je pense qu'il y a un micro qui est ouvert, si on peut le permettre. Il y a un écho. Je pense, c'est-à-dire la disponibilité des industries pharmaceutiques en Afrique et au Sénégal, où elles ne constituent que 9%. Donc, la CNPNA a été renforcée pour pouvoir a été renforcée du point de vue réglementaire. C'est pire. Voilà, je disais la forte contribution de la PNA qui est attendue en termes d'atteinte de la souveraineté pharmaceutique par notre pays, qui prendrait, je pense, deux axes très importants, à savoir, je l'ai entendu ici, de pouvoir faire une préférence nationale sur des molécules qui sont fabriquées au Sénégal. Et ceci, ça se comprend, mais aussi voir comment la PNA pourrait être, comme j'ai bien apprécié l'intervention du professeur Sall, qui parle de, je pense, d'une coalition entre les experts, que sont les pharmaciens, certainement, les financiers, mais aussi une bonne dose de ce que je veux dire, de
politique adaptée. Donc, dans cet aspect, avec le nouveau statut que nous avons, nous sommes là pour l'intérêt de l'État. Nous sommes là pour pouvoir être partout où on discuterait industrie, à pouvoir être avec ces parties prenantes pour acheminer ou bien transmettre à l'État les suggestions et propositions qui en émaneraient. Ceci est globalement, monsieur le professeur, deux innovations majeures parmi tant d'autres que j'ai jugé utile d'exprimer ici, qui nous sont conférées par rapport aux missions qui nous sont conférées dans ce décret et pour lesquelles la PNA est attendue en termes de résultats. Je voulais d'abord vous remercier pour votre intervention. Je voudrais revenir à... Ça s'est arrêté? Non, ça ne s'est pas arrêté. C'est peut-être que ma main bouge. Moi, je voudrais surtout que, Amadou, tu nous parles un peu plus de la place de l'Institut Pasteur de Dakar. Quelle est ta vision et la vision du Sénégal par rapport aux maladies non transmissibles? Et comment se place l'Institut dans tout cet écosystème dont tu parles? Merci beaucoup, cher grand frère. Alors, je pense que du point de vue politique, la référence au Sénégal, c'est le plan Sénégal émergent, qui, dans le cadre de son programme d'action prioritaire 2 et bientôt 3, a clairement identifié la souveraineté pharmaceutique et sanitaire comme un des objectifs. Comment ça se traduit si on devait parler d'industrie dans un premier temps? Ça veut dire que l'objectif du Sénégal à l'horizon 2035 est de dire que 50% de nos besoins doivent être gérés et produits et pris en charge par nos industries. Donc, et je sais que dans cette disposition, l'État s'est donné les moyens de faire ce qu'ils appellent le plan de relance de l'industrie pharmaceutique, dans lequel justement nous sommes tous un peu embarqués. Et bien évidemment, comme je disais tout de suite, la directrice de la PNA, on voit que ça constitue 75% de décès. Donc, ça, c'est un élément objectif qui, du point de vue politique, est clairement défini et donc dans lequel nous allons tous nous inscrire comme un des acteurs dans ce sens-là. Donc, si je prends le premier niveau, qui est le niveau d'intervention industrielle, l'Institut Pasteur est en train de se doter de capacités industrielles plus importantes qu'il n'avait. Aujourd'hui, nous avons une capacité de 5 millions de doses de vaccins. D'ici un an, on va pouvoir monter beaucoup plus haut, centaines de millions, voire 200, 300 millions dans les 4 prochaines années. Et dès qu'on dit vaccins, on commence à réfléchir à des vaccins qui peuvent prendre en charge des problèmes comme les cancers. Un cancer connu qui est en phase exponentielle en Afrique et dans beaucoup de pays, c'est le cancer du col de l'utérus. Il y a un gros problème de cancer gynécologique, même si on ne peut pas dire qu'il ne soit pas transmissible, il est transmissible. Si on parle des maladies chroniques, longue durée qui peuvent impacter et qui est en train de devenir un vrai sujet dans notre pays et dans d'autres pays, c'est du point de vue industriel un positionnement très évident vers lequel nous devons aller. Si on prend la capacité toujours industrielle dans le domaine du diagnostic, nous avons des capacités aujourd'hui de 2 à 6 millions de production de tests rapides. Ils vont prochainement, d'ici le milieu de l'année prochaine, monter à 75 millions dans plusieurs types de tests diagnostiques. Et ça, c'est pour adresser des problèmes comme la drépanocytose, des problèmes qui sont relatifs au cancer du col de l'utérus, mais aussi sur les maladies non transmissibles. Il y a toute une série de tests pour le diabète, pour un certain nombre de produits qui vont être à disposition. Et donc, ça, c'est un premier niveau qui permet justement d'avoir une contribution de l'Institut Pasteur. Il y a 2 autres niveaux sur lesquels je voudrais juste commenter très rapidement. Le deuxième niveau, c'est que il me paraît extrêmement important dans le domaine de la recherche qu'il y ait une contribution pour comprendre ces maladies et voir comment les aborder dans notre pays. Je vais donner un exemple assez simple.
Si vous prenez dans la région de Thiès-Kaolack, nous avons un programme de recherche qui dure depuis 30 ans, qui a initialement été fait pour le paludisme, mais qui donne un peu une évolution d'une population pendant plus de 30 ans du point de vue de pas mal de marqueurs liés à la maladie, mais qui donne aussi des informations sur le patrimoine génétique, etc. Et qui, quand on a commencé à parler de maladies transmissibles, a été un terrain extrêmement important et intéressant pour voir qu'en contrôlant 5 facteurs, que ce soit le poids, de regarder tout ce qui est glycémie, tout ce qui est cholestérol, ce qui concerne le tabac, on peut très, très vite arriver à une situation de contrôler 80% des maladies cardiovasculaires. Et donc, en faisant un screening, en travaillant avec les gens de ce qu'on appelle les agents de santé communautaire, en travaillant avec les cardiologues, on a pu identifier que 18% de ces gens-là étaient à haut risque en matière cardiovasculaire et les ont connectés avec le système de santé. Maintenant, ce premier programme qui était pilote a été présenté au niveau du ministère de la Santé, qui va faire un scale-up et plus tard, peut-être va en faire une politique nationale en fonction de ceux qui vont sortir de ça. Et donc, un deuxième niveau de contribution concerne la recherche, mais de la recherche très orientée, parce que ce n'est pas purement de la recherche fondamentale, c'est la recherche au niveau des populations avec une composante anthroposociologique qui indique comment les populations l'acceptent, etc. Et le dernier niveau que je voudrais dire au-delà de la recherche et de l'industrie, il y a tout le volet de la formation. Aujourd'hui, au niveau de l'Institut, nous avons créé un centre qu'on va lancer dans les 2-3 prochains mois, qu'on a appelé le Centre africain de résilience aux épidémies, dont la base est de former les gens à prendre en charge les grosses épidémies par de la formation qui est sur une approche plutôt convergente. Ce qu'on veut éviter, c'est de former des gens hyper spécialisés seulement dans un domaine, mais de s'assurer qu'on forme les gens à cette approche multidisciplinaire où un virologue peut parler correctement avec un anthropologue et correctement avec quelqu'un qui s'occupe d'entomologie. Parce que c'est dans ce genre de formation qu'on permet de casser les silos qu'il y a aujourd'hui et qui finissent par être un obstacle, une barrière dans le système de santé. Et donc, cette formation, cet investissement dans la formation, avec tout un travail qui va se faire avec les gens de santé communautaire, qui va permettre justement que ces agents de terrain puissent détecter, identifier, prévenir, est pour moi un investissement important pour le futur par rapport à ces maladies. Parce que je pense qu'on a beau avoir tous les outils du monde. Le plus important, c'est d'avoir un système de santé qui va permettre justement de permettre que ces outils arrivent aux personnes. Et je dis souvent à mes collègues, les vaccins ne sauvent pas la vie, c'est la vaccination. On a beau faire des vaccins, s'ils n'arrivent pas à couvrir les gens. Je leur dis, les outils diagnostiques ne sauvent pas des vies, c'est le fait de tester les gens qui va sauver des vies. Donc voilà, c'est un peu les 3 types de contributions sur lesquelles je voudrais revenir. Merci. Merci, Dr. Sall. Je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Peut-être 20-22 minutes à ma montre. Peut-être qu'on va passer à Dr. Faustin Mukena. Dr. Faustin, avec ARC, vous avez pour mission d'aider des partenaires à concevoir et à renforcer des stratégies. Comment avez-vous, qu'est-ce que vous avez comme stratégie pour contribuer justement à la... Peut-être avant de répondre directement à votre question, je vais rebondir sur ce qui a été dit avant sur la Chine et l'Inde qui sont assez avancés par rapport à nous. Je vais peut-être faire un peu de franglais pour supporter mon ami Paul. Yeah, it's right. I mean, China, India, there is always this comparison between a country and a continent. And I think it's slightly unfair. So to compare what's and how fast China and India has developed and pushed their pharmacies and production and all that, in the sense that Dr. Sall was talking about producing vaccines in Senegal the day, and he was talking about the market,
So the day you're going to fulfill the market of Senegal and he's producing 300 million doses, what are you going to do with the 300 million, the rest of the doses after you've served the Senegalese people? Can you send those doses to Ivory Coast? You might have a plan to send them to Ivory Coast, but they're not going to cross the border because the regulation in Ivory Coast don't certainly probably not allow you to go there. And maybe World Health Organization did give you the patent that your vaccine are allowed to cross the border and go to Burkina Faso to Ivory Coast. So I think one of the challenges that we have on the continent is those borders that we have. And maybe, Michelle, that's one of your challenges as well as Africa Medical Agency, is to make sure that we can all start working on these regulation and start aligning different countries so that it becomes a reality that Africa Union goal of 26.3 about movement of people and goods is not only on a book, is not only in forum like this, but it becomes a reality. So that's one thing I want you to talk about on that point. The second thing I want you to make a remark is about the market. Everyone wants to produce. Everyone wants to have a local manufacturing. From the world I come from, which is the world of fast-moving consumer goods, people have been in this market for centuries. I'm not going to mention companies here, but all these companies that are producing oil, soap, and all that, they've been on the continent operating for 100 years, and they've adapted to different situations. The way the things are done, and we should, in this ecosystem, start thinking slightly the same, is what is the market? And how important is that market? And who's the market? And what are the expectations of the market? The market are the people that we're trying to serve. What are their expectations? What do they want to receive? And when do they receive that? Can they see it? Can they access it? And does it satisfy the needs that they have? So we sit and decide in our own tower about what we want to produce and what we want to put in the market without taking into account that market, which means the people that we're trying to serve. So maybe that's back to your question, Professor. That's what we're trying to do by supporting different governments and different regional economic communities that we support on the continent by helping them to design strategy that integrate really the priorities of their people, and by strengthening their supply chain, because it's all about supply chain. It's all about, and you said it, it's all about making sure that when we have found out that we have a market, we found out the needs, and we know which product to produce for the people, how do we make sure that that product is of quality that is accepted, which is affordable in terms of pricing, and how do we make sure that that product gets to the people, to their door? Is it really of any use if your vaccine gets to a place where the women have to walk 5 kilometers before they get there? It's not a secret that women are the power in our villages. You know, the economy of our villages is in the hand of women. But the woman will not gonna let the child not go to school because she has a breast cancer diagnostic to do 2 kilometers away from where the school is. So those are the type of challenges that that we find out there. And it was important to say, not one hand can do it, not in silo. We would have to make sure that both the governments, the different partners, researchers, academia, as well as the financial partners, get to the table, not to force their point of view, but to listen to each other and agree on what is the priority and how to work on it. So that's what we do, Professor, in terms of supporting the different government and different regional economic communities. Thank you.
Merci. Moi, je pense qu'on va peut-être ouvrir la discussion au groupe présent ici, mais juste avec ta permission, je voudrais rebondir rapidement sur vos interventions respectives, particulièrement les deux dernières interventions. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il y a quand même un mouvement profond de recherche de transformation du marché africain. L'espace africain est en train de se reformer. Il y a quand même eu un effort important ces dernières années pour la création de la ZLECAf, donc c'est-à-dire l'accord de libre-échange au niveau continental. Et c'est dans cet esprit-là, on s'est rendu très vite compte que tant qu'on n'aura pas un marché ouvert qui va permettre justement la circulation de nos biens, de nos compétences et même de nos ressources, nous n'allons pas pouvoir créer des industries qui vont nous permettre de transformer le continent au rythme conventionnel. Donc, on va passer, on sait très bien, très rapidement de 1,3 milliard à 2,2 milliards de personnes sur ce continent. Et le marché tel que nous le présentons aujourd'hui ne sera pas essentiellement la frontière. C'est plutôt les mécanismes de régulation que nous allons mettre en place, comme vous l'avez décrit, qui vont être, à mon avis, le facteur qui va faciliter, accélérer ces transferts et qui vont créer de la complémentarité sur le continent. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de faire en sorte que ce qu'on produit au Sénégal, on le produise au Burkina et qu'on le produise en Guinée-Conakry. Ce que nous voulons essentiellement, c'est d'aller plutôt vers une meilleure mutualisation des compétences. Et moi, je peux vous dire, entre l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Sénégal, et un peu partout où je vais, les compétences sont là au Mali. Mais comment on mutualise ces compétences, comment on fait en sorte. Et c'est là où moi, je voudrais en profiter vraiment pour remercier Awa, ma sœur et ma femme, Awa Kolsek, pour tout l'effort qu'elle a dû entreprendre pour faire en sorte que, que ce forum galien devienne vraiment pas seulement une plateforme de rencontre, mais disons une institution qui interpelle les compétences du continent à Dakar chaque année. Et encore une fois, merci pour cela. Le dernier point, c'est on n'a pas touché du tout à la pharmacopée africaine. On n'a pas touché du tout aux compétences de la médecine traditionnelle. On n'a pas touché. Et je ne sais pas réellement tout ce que vous étiez en train de décrire pour ne pas aller tuer nos hôpitaux de même. Comment on va pouvoir le faire si on ne touche pas à la pharmacopée, si on ne touche pas aux questions de médecine traditionnelle, si on n'exploite pas ces compétences-là. Je m'arrête là et je pense qu'on interpelle la salle. Allez-y. Voilà, merci. Bonjour tout le monde. Mes respects, professeur, ministre Michel et tous les honorables qui sont autour de ce présidium, ce panel important. Je crois que le ministre Michel, il sait que je vais parler, donc il a dit qu'on n'a pas parlé de la pharmacopée. Non, je crois que c'est très bien, nous saluons l'occasion du Forum Galien Afrique et c'est une très grande opportunité que nous avons. Mais il va falloir qu'on l'exploite davantage en deux forums pour qu'on aille à l'action. On aille à l'action. Sur les maladies chroniques, quelqu'un a demandé qu'il faut faire de la recherche. Et nous sommes en train de faire des recherches par rapport à la pharmacopée. Et chaque fois qu'on parle, on parle du produit, des médicaments.
Mais je pense que lui, il va falloir avoir une vision plus large. On nous a parlé aujourd'hui de l'alimentation, de l'environnement. Mais moi, je pense qu'il est important de réfléchir sur l'itinéraire thérapeutique de nos parents, surtout sur les maladies chroniques. Et parce que très souvent, on arrive trop tard, même quand il y a le médicament. Et donc, nous avons commencé à faire un travail d'enquête auprès des patients atteints de diabète, patients atteints d'hypertension, patients atteints de drépanocytose, patients atteints de cancer. Et il ressort qu'à la recherche de solutions, on mélange les deux médecines. On mélange les plantes et les médicaments classiques. Donc, il est important qu'on essaie de voir aussi cet aspect, la prise en charge intégrée des maladies chroniques. Il y a beaucoup de plantes aujourd'hui qui sont des plantes alimentaires que les patients utilisent. Ils mélangent au traitement. Donc, moi, j'aimerais que nous puissions réfléchir pour faire une gestion contrôlée. Et à chaque fois qu'on a fait l'ordre des thèses, j'invite le responsable du service pour attirer son attention. Qu'est-ce que son patient fait? Et nous avons commencé par la maman d'une de mes étudiantes qui allait mourir de coma hypoglycémique parce qu'elle prenait les médicaments antidiabétiques et aussi les plantes qui étaient efficaces. Et donc, c'est à partir de ça, j'ai dit, alors, il y a beaucoup de diabétiques qui font la même chose, comme aussi dans l'hypertension. Donc, moi, c'est une invite. J'invite un peu à ce que, au-delà de ce forum, que nous puissions réfléchir à cette question et que nous puissions faire une utilisation contrôlée des ressources de la médecine traditionnelle. Si nous ne le faisons pas, c'est des problèmes d'interaction entre les plantes et les médicaments. C'est des problèmes d'inefficacité de médicaments à cause des interactions. C'est le fait aussi qu'un spécialiste, il traite un malade, il peut perdre, il ne comprend pas pourquoi il a perdu. Sans oublier toute la question de la sensibilisation. Quand on dit qu'il ne faut pas utiliser le sucre, les gens abandonnent le sucre, mais il y a d'autres produits qui contiennent du sucre. Quand on dit d'abandonner le sel, il y a autre chose, on abandonne le vrai sel, mais il y a autre chose qui apporte le sel. Donc là aussi, nous devons voir la question communication pour la santé. Voilà, c'est quelques éléments que je voulais mettre en avant et après on va en discuter. Merci. Vous avez la parole. Okay. Yes, you have it. Okay. I'm Wendu Bakala from Ethiopia. I'm Executive Director of Matthias Wendu Ethiopia Cancer Society. I have two comments to make. I remember a couple of years ago when I was in Washington, which the pharmaceutical company, I'm not willing to tell you, told me that the market they have in Africa is by far less than what they have in Turkey. So my question is, as I'm a cancer victim, I lost my son due to leukemia. As a civil society organization, I tell you, we know what we want, but we really don't know what you people want as academicians. Instead of producing more patients for pharmaceuticals, why don't you do something, come up with very cost-effective interventions like Philippines, which they imposed a very strict excise tax on unhealthy risk factors like tobacco, alcohol, sugary foods and drinks. And they increased the budgets of Minister of Health 3 times, and they are doing health promotion. Why are we talking about
increasing the number of patients or the needs for pharmaceutical demands and what have you. This morning, I have been to 6 continents for meetings. This morning, I tell you, I learned a lot. People from Senegal, a professor, he told us why we are becoming sick and how to avoid this sickness. Please let us focus. Our people are dying needlessly from preventable risk factors. As you said, cardiovascular, diabetes, kidney, 80% are preventable. What are you waiting for? How much people have to die before we start talking about prevention, awareness creation in Africa? Africa is becoming no man's land, my brothers. Africa is like big numbers. Tobacco is coming, pills are coming, unhealthy diet is coming. Why are you waiting for? Go and tell our policymakers to impose heavy excise tax on tobacco, alcohol. Then we'll have money for everything you're talking about. Thank you. Thank you. On prend 2 questions. OK, merci pour ce panel vraiment très instructif et très sophistiqué aussi. J'aimerais intervenir sur 2 points sur lesquels je pense avoir aussi un avis de retour au panel. Tout ce que j'ai entendu ici, compétences, 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 compétences. On parle de marché et je crois que les panélistes ont été très clairs là-dessus. Si on veut être comme Inde, si on veut être comme China, c'est les compétences. Moi, je vois 2 priorités. Première priorité, oui, améliorer le supply chain. Quand je vois, même personnellement, dans nos familles, nous payons pour les hypertendus minimum, pour certains, 15 000 par mois pour les médicaments pour 1 mois. Si la personne n'abandonne pas les traitements parce qu'il n'a pas les moyens de les faire, les coûts, l'accès aux médicaments appropriés pour sa maladie, les cancers, n'en parlons pas. Donc oui, c'est bienvenu de chercher à améliorer la chaîne d'approvisionnement. Mais localement, en tant que formateur aussi, j'ai un cri de cœur. Nous formons des pharmaciens qui finissent, qui n'ont pas de boulot. Et il vient de le dire. Vous venez en Afrique, vous voulez monter, vous n'avez pas les compétences qu'il vous faut. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Il a parlé d'investisseurs, d'investissement. Il faut former en entrepreneuriat. Il a parlé des régulations. Nous avons besoin de compétences dans tous ces domaines. Comment vous voyez ces compagnies pharmaceutiques? Nos gouvernements, n'en parlons pas parce qu'il a bien dit, d'abord, il faut une volonté politique, mais au-delà des volontés politiques aussi, il y a les moyens. Comment on peut forcer aussi, ou comment on fait faire en sorte que ces compagnies qui vont investir ailleurs, en Chine ou ailleurs, puissent aussi contribuer à la formation pour qu'on puisse avoir ces compétences qu'il nous faut. Merci. Oui, en rouge, ici, et au fond, s'il vous plaît, là-bas. Bonjour. En fait, les questions que j'avais rejoignes un peu les questions du monsieur, donc je vais occulter celles chez les investisseurs. Vous avez dit que, le docteur Denis Brun, vous avez dit que l'Inde, ce qu'ils ont fait, c'est former plus de personnes qu'il n'y avait de postes pour avoir cette compétence-là qui est nécessaire pour la création des médicaments et tout.
Moi, en fait, ma question, c'est la suivante. Il y a certains domaines où c'est fait. Donc, plus de personnes que de postes sont formés. Mais ensuite, on se retrouve avec un grand nombre de personnes qui sont au chômage. Parce que c'est vrai que quand on fait des appels d'offres pour des postes, il y a une grande compétition, il y a une grande concurrence, mais la plupart du temps, on ne va pas prendre les 200 personnes qui ont été formées. Non, on veut parfois une personne, parfois deux et tout. Ce qui fait que 198 à 199 se retrouvent au chômage. Comment gérer donc ces autres personnes qui sont au chômage là? Parce que c'est nous qui, enfin, c'est le gouvernement leur assurer leur poste après. Mais là, à cause de la concurrence et du besoin de compétences, ils n'ont pas de poste. La dernière question. Voilà. Assalamu alaikum. Dañu bëgg jël kàddu gi rek wax ko ci olof. Man maa ngi tudd Koumba Dieng, nekk présidente Bajenu Gox district ouest. Ah ok. Di rafetlu nag. D'accord. Voilà, elle s'appelle Koumba Dieng. Elle fait partie des Bajenu Gox, qui, en d'autres termes, sont appelés les marraines de quartier. Di rafetlu ci forum bi ñu participer di ci remercier madame la ministre. Elle se réjouit donc de leur participation à ce forum et remercie beaucoup madame le ministre d'État, le professeur Aoumari Kolsek. Parce que lii lañ doon xaar fii nga xamante ne mooy fi ñu nekk. Ceci constitue un peu une de leurs attentes. Ce qu'elles ont entendu ici, fait que Sénégal di produire ay médicaments yoo xamante ni dañ ciy def lutter contre les maladies non transmissibles, les maladies chroniques. ce qu'elles ont entendu, entre autres, que le Sénégal produit des médicaments pour lutter contre les maladies non transmissibles. Dañ ciy liggéey bu mucc ay en tant que marraine du quartier. En tant que marraine de quartier, elle participe à la sensibilisation contre les maladies non transmissibles. Dem nañ ba nga xam ne ñu ngi ciy liggéey ak Carrefour Dakar. Elle s'associe même avec l'association Cardio Faux City Dakar dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Léegi nag ñu ciy gis loo xamante ni li ci gën a metti mooy traitement bi dafa diis. Alors, elles ont constaté que le traitement est vraiment cher, onéreux. Léegi nag su ñu demee ba nga xamante ne am nañ laboratoire yu mën a liggéey médicaments yi ñu ciy jot muy fekk suñu structure yi nga xamante ne mu ngi ci base su poste yi nga xamante ne ñu ngi ci pays village yi gën a reculé kon du ñu def lu dul rafetlu ko parce que loolu rek lañ doon passé. Alors, si le gouvernement est en mesure donc de développer des laboratoires ou bien d'avoir des industries pharmaceutiques locales qui pourraient rendre plus accessibles ces médicaments jusqu'au niveau le plus périphérique au niveau des postes de santé, alors elles ne peuvent que se réjouir de cela. Loolu nag mu nekk loo xamante ni tey bi ñu impliqué ci forum bi Eva indi gis ko moom muy Sénégal ñu ñuy tonton Souleymane de passage parce que ci télé yi lañ ko doon gis madame Deme ñu ngi lay nuyu parce que defe naa ne les marraines du quartier les acteurs communautaires ñu ngi ci système de santé bi ànd ci ak médecins yi ndax ñun ñooy seen ay tànk seen ay loxo sensibilisation ci la ñu toll dugg ci base bi dem ci population bi sensibiliser leen ba nga xamante ni tey maladies yi nga xamante ne ñun moom lañ di ko wax muy les maladies chroniques tey dafa toll koo xamante ni nit ñi dañu war a xam li leen dal mais ñoom dañ lay wax ne la bugguma xam li ma dal parce que lu ma am lu ma ko fajoo am na ku ko wax léegi ci mujjee terminé après parole am mën ma def jël mais tey bu ñu xamee fi ñuy jaar di leen tegtal xamal leen ni ku am xaalis da nga war a faju ku amul da nga war a faju parce que ku ne gis na CMU li mu ci def mutuelle de santé yi même chose ñu di leen ci accompagner ñu ngi ciy avancé bu baax a baax parce que bu ñu la dépisté post bi ak hypertension artérielle dañuy wax ni au delà de 140 90 fu ngeen ko gis ñun duñu faj mais dinañ accompagner référé la ci structure sanitaire yi ci cardiologie wala ci médecine yi nga xam ne médecins yi nga xam ne ñu ngi ci structure ñu di leen jël en charge ñu di leen defal suivi ba tey ji ñu ngi ci depuis 2018 ba léegi am ci résultat yu mucc ay. Alors en résumé léegi di kontaan rek si kàddu gi ta Eva mënuñu la fay parce que biñ ñuy formé en 2010 après boobu dafa ñëw accompagner ñu jàppale ñu ci sellal sa ndox ak sa njaboot ak Comeva di liggéey ak ñun tey ji ku ñu waxoon dinañ retrouver waat ñëw fekk li ci forum bu toll nii nga ñëw indi ko Sénégal du mbetteel si ñun dañ lay ñaanal gudd fan wér gi yaram yàlla na nga fi yàgg te ànd ak wér ci barki Cheikhul Khadim kontaan nañ si toroma rafetlu nag ay bi ngeen président en tant que sénégalais di remercier Afrique yëpp mais heure bi dafa jot
parce que ñun tamit dafa am heure bu ñu joxoon rek yegg si nañ fi ma bàyyi nag léegi. Non, moi, je voudrais surtout vous remercier pour votre temps d'écoute et les questions, les interpellations. Et je crois que ce n'est que le début d'un débat que nous allons poursuivre certainement dans les mois à venir. C'est une question qui nous interpelle tous. Et comme je le mentionnais au départ, nous ne pouvons pas penser que nous allons remplir nos hôpitaux que de malades vivant de ces maladies chroniques. Aucun État ne pourra se payer le luxe de pouvoir les prendre en charge. Et comme je le mentionnais au départ, n'oubliez pas que dans les années à venir, disons, je pense que dans les 30 années à venir, le continent aura pratiquement 60% de sa population qui va vivre dans les villes. Et on aura un taux de croissance exponentielle de ces maladies-là et qui vont coûter énormément cher, mais avec des problèmes de disparité qui seront encore inacceptables parce qu'il faudra y répondre. Ce n'est pas seulement les populations les plus démunies qui vont se retrouver, malheureusement, qui risquent de se retrouver encore à la marge. Et on a des études qui montrent de façon très claire que l'obésité frappe encore plus fort chez les populations les plus pauvres que les populations qui ont des ressources, qui peuvent se faire suivre, qui peuvent continuer, que ce soit les maladies cardiovasculaires, c'est la même chose, la tension que vous mentionnez, professeur. Donc, ce n'est que le début d'un débat, mais il ne faut surtout pas oublier de mettre au centre de nos préoccupations, et moi je continue à le dire, toutes ces questions transversales. C'est-à-dire que nous n'allons pas pouvoir résoudre les questions en s'attachant seulement à la maladie. Il faut nécessairement voir la santé dans sa globalité, et ça veut dire toutes ces questions qui concernent la prévention, toutes ces questions qui concernent certainement l'assainissement, qui concernent le mode de vie de nos populations, et travailler sur ces questions-là sur le long terme sera certainement l'un des chantiers les plus importants pour nos pays si on veut sauver de l'argent et sauver des vies. En tout cas, encore une fois, merci pour votre participation. Ce n'est qu'un début. Merci, merci, merci. Merci à nos brillants panélistes et surtout à Marisa qui est au Burkina. Un plaisir. Merci à tous.